Deuxième petite partie, on avait décidé lors de notre dernière réunion de janvier, on avait suggéré qu'il était peut-être intéressant de proposer des lettres types, à la manière de ce qu'on voit dans d'autres spécialités, parfois peut-être un peu plus technique, ce qui permet d'être assez simple et direct, mais peut-être nous aussi de réaliser des lettres types dont le but était de montrer qu'on peut ne pas oublier certains paramètres ou certains messages qu'on peut faire passer à la fois aux correspondants ou à d'autres collègues concernant la prise en charge de nos patients. Et on en a développé deux rapidement et de façon très simple pour cette première présentation. Elles seront amenées à être incrémentées par d'autres propositions de lettres types en hépatologie. La première, c'est le cas particulier. Donc là, je présente mes conflits d'intérêts, entre guillemets. C'est le cas particulier de l'infection chronique antigène HBE négatif. Je vous mets ça comme ça parce que c'est le nouveau terme officiellement. La cholangite biliaire primitive a remplacé la cirrhose biliaire primitive. La dénomination officielle de l'EASL concernant les hépatopathies chroniques virales B a également changé dans un esprit de simplification. Il faut juste s'y habituer. Mais c'est plus parlant sur le plan physiopathologique. Le porteur inactif devient l'infecté chronique par un virus B antigène HBE négatif. Ça inclut des critères de définition qui sont importants, c'est-à-dire que pour le porteur inactif, c'est une personne qui a l'anticorps anti-HBE présent. Les recommandations de suivi, de diagnostic et de suivi non invasif des hépatopathies de l'AFEF, les dernières recommandations de l'AFEF, rappellent qu'on peut prioritairement faire un diagnostic de fibrose dans toutes les hépatopathies quasiment de façon non invasive, donc le degré de sévérité de la maladie. Et l'AFEF propose des cutoffs qui sont à 6 kPa, seuil en deçà duquel le risque de fibrose significative est particulièrement faible, et un cutoff à 9 kPa si les transaminases sont normales, ou à 12 kPa si les transaminases sont augmentées, pour suspecter fortement une hépatopathie chronique avancée. Le courrier. Donc là, je vous rappelle quand même cette nouvelle classification des maladies qui concerne essentiellement les patients qui n'étaient pas à traiter. Donc vous voyez en haut de la colonne l'immunotolérant, et puis celui qui nous intéresse aujourd'hui, le porteur inactif, qui est donc un patient qui est antigène HBE négatif, qui a une charge virale B inférieure à 2000, qui a des transaminases normales et qui a une fibrose absente ou absolument minime. Et dans ces définitions, vous voyez que l'EASL a intégré ce nouveau paramètre dont on parle depuis un certain temps maintenant dans les congrès, qui est la quantification de l'antigène HBS. Et donc ces porteurs inactifs ont une quantification de l'antigène HBS qui est la plupart du temps très basse, et en particulier inférieure à 1000. Donc ce sont des critères dont on va parler dans cette lettre type que je vous présente rapidement. Donc la lettre type, c'est celle-là. Monsieur a été revu pour le suivi semestriel et la surveillance de son infection antigène HBE négatif. Cliniquement, il est asymptomatique. C'est la plupart du temps le cas, évidemment, dans ce contexte-là. Le bilan biologique montre des transaminases normales, une quantification de l'ADN, donc la charge virale B inférieure à 2000, un antigène HBS quantitatif qui a été mesuré faible, inférieur à 1000. Un fibroscan ou une autre technique d'évaluation de la fibrose confirme une fibrose absente ou minime. Je rappelle à M. X l'importance d'un suivi biologique semestriel qui comporte les transaminases et la charge virale B, essentiellement, afin de ne pas méconnaître une éventuelle réactivation virale asymptomatique qui pourrait justifier un traitement antiviral. Donc en l'absence d'éléments nouveaux, je le reverrai dans un an. Si on veut faire quelques commentaires sur ça, donc concernant les transaminases et la charge virale B, eh bien, ce sont les recommandations de faire ça en général tous les 3 mois la première année, lorsqu'on découvre le problème, puis ensuite tous les 6 mois. Effectivement, par définition, le porteur inactif, c'est un porteur inactif qui a des transaminases régulièrement normales et pas une seule fois, et une charge virale qui est très faible,
Donc c'est quelque chose qu'on doit répéter tous les 3 mois pour bien se confirmer qu'on est dans cette situation de portage inactif du virus B. Concernant l'antigène HBS quantitatif, c'est un paramètre qui nous aide, qui peut nous aider lorsqu'on traite des patients, d'une part, et puis surtout lorsqu'on ne les traite pas et qu'on les surveille. Il n'est pas à réaliser, lui, tous les 6 mois, forcément. Il est à réaliser dans un rythme qui est variable. En général, personnellement, je le fais tous les 3 ans parce que ça correspond de plus au reco. Tous les 3 ans s'il est supérieur à 1000. Et tous les ans s'il est inférieur à 1000. Pas parce que c'est plus grave, bien évidemment, mais ça peut permettre de repérer plus rapidement une éventuelle perte spontanée de l'antigène HBS. Vous savez que c'est quelque chose qui se produit de façon spontanée dans environ 1% des cas chaque année, et qui pourrait à ce moment-là faire poser, quelques mois après, surtout si l'anticorps apparaît, un arrêt de la surveillance, point d'interrogation. L'autre élément qui est indiqué là, c'est l'évaluation de la fibrose, que l'on fait également, pas de façon systématique tous les semestres évidemment, mais tous les 3 ans par exemple, chez les patients qui ont donc un portage inactif, donc infection antigène HBE négatif. Les méthodes à utiliser sont libres, tous les tests non invasifs sont considérés comme valables, même si le niveau de preuve est encore à parfaire, mais on se dirige clairement vers ça. Et en ce qui concerne les délais dont on parle, eh bien, vous voyez, au début, on le revoit semestriellement, c'est effectivement ce qu'on peut conseiller en standard, mais bon, bien souvent, on se rend compte que les gens ne viennent pas semestriellement. Et donc, lorsque les patients ont un antigène HBE négatif et un antigène quantitatif inférieur à 1000, on rappelle que c'est quand même intéressant de les voir à ce rythme-là. Mais sinon, au moins une fois par an, je pense que c'est la meilleure façon de garantir la sécurité de ces patients. 2 points pour terminer sur cette lettre type-là, 2 points sur deux points particuliers en ce qui concerne la charge virale B. La charge virale B, entre 2000 et 20 000, on n'est pas manifestement obligé de s'inquiéter. Je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours, notamment par l'ANGH, qui fait une belle étude sur tous ces patients qui sont entre 2000 et 20 000, pour lesquels on se rend compte que probablement il n'y a pas grand-chose qui change et qu'on peut accepter des seuils. En tout cas, il ne faut pas affoler les gens lorsque les taux dépassent 2000. Il faut surveiller et refaire peut-être plus régulièrement la charge virale que ce qu'on faisait habituellement pour s'assurer qu'elle ne monte pas plus que ça et qu'il n'y ait pas une réactivation. Et la deuxième chose à rappeler dans les courriers aux confrères, c'est tous les confrères spécialistes ou généralistes, c'est le problème du traitement préemptif. Un porteur inactif, donc infecté par le virus B, il faut absolument rappeler en permanence que lorsqu'on a des traitements immunosuppresseurs, qui incluent même une corticothérapie transitoire, il faut surveiller les risques de réactivation qui ne sont pas forcément nuls et proposer un traitement préemptif dès que les transaminases augmentent ou que la charge virale dépasse des seuils. Donc évidemment en particulier certaines chimiothérapies, le rituximab, etc. Donc voilà pour ce qui est cette première lettre type. Notre ami Patrick de la Salle en a fait une seconde sur la surveillance d'une cirrhose non décompensée, donc des patients qu'on voit également très souvent, et propose ce document. Patrick est en duplex avec nous là, mais je vais vous présenter les diapos, on pourra les commenter après avec lui. Donc malheureusement, on voit peut-être pas très très bien, mais d'ailleurs je vais me le mettre moi devant, ce sera plus simple, parce que je vois rien sur cet écran qui est à 30 mètres de moi. Toc. Voilà. Donc Monsieur X a été revu pour le suivi semestriel et la surveillance de sa cirrhose. Le diagnostic de cirrhose avait été porté sur une mesure d'élasticité hépatique qui était supérieure à 15. Cliniquement, il reste asymptomatique sur le plan hépatobiliaire et on n'a pas d'éléments à l'examen en faveur d'une décompensation de sa cirrhose. Le bilan biologique de contrôle qui a été fait, donc qui conclut NFS plaquette, le bilan enzymatique hépatique avec la bilirubine totale, l'albuminémie et le TP, ainsi que la glycémie et l'alpha-fétoprotéine, est équivalent au bilan antérieur. L'échographie Doppler ne montre pas de lésion focalisée intrahépatique.
Le fibroscan étant inférieur à 20 kPa et les plaquettes supérieures à 150 000, il n'a pas été réalisé de gastroscopie pour la recherche de varices œsophagiennes. Je vous laisse le soin de la vaccination contre la grippe, ce patient étant déjà vacciné contre le pneumocoque. Et je rappelle à M. X l'importance d'un suivi biologique et clinique semestriel avec la réalisation d'une échographie. En l'absence d'éléments nouveaux, je le reverrai dans 6 mois. Patrick fait les commentaires suivants pour cette lettre type. C'est qu'en l'absence de signes que l'évaluation de la fibrose chez un patient cirrhotique supérieur à 15 est fortement évocatrice du diagnostic d'hépatopathie chronique avancée. Donc ça, c'est des chiffres qu'on commence à connaître maintenant. Avec toujours les problèmes de cut-off dont il nous dira un mot juste après. Concernant le bilan de contrôle semestriel, celui qui est proposé répond aux habitudes qu'on a tous dans ce domaine-là et ce qui correspond également aux recommandations de l'HAS. Et vous voyez que Patrick, mais tout le monde je pense, mais Patrick fait l'alpha-fétoprotéine et contrôle la glycémie en vérifiant l'enzymologie et la fonction hépatique, TP-albumine. L'échographie abdominale, ça reste la recommandation de base qui n'a pas changé, qui est de faire cette échographie semestrielle et de ne pas hésiter, si on a l'impression d'une échographie sous-optimale en matière de qualité d'image et d'examen du foie, à faire une imagerie en coupe régulièrement, principalement une IRM, mais même sinon un scanner, si la fonction rénale le permet. Concernant le fibroscan, effectivement, ça permet de rappeler les recommandations de Baveno-6 qui indiquent clairement, et tout le monde, je crois, est passé à la pratique par rapport à ça, que lorsque vous avez à la fois un fibroscan inférieur à 20 kPa et des plaquettes supérieures à 150 000, ces critères permettent d'exclure le diagnostic de varices significatives. Donc on n'est pas obligé de faire une gastroscopie de contrôle dans ces cas-là, mais il faut répéter ces évaluations de façon annuelle et si l'un des deux critères sort de ces valeurs, il faut peut-être rechercher des signes d'hypertension portale endoscopique. Moi, je pense que c'est la chose qu'on oublie le plus souvent. C'est un dada de Patrick aussi. Vacciner nos patients cirrhotiques, c'est fondamental. Alors évidemment, quand on regarde les recommandations, il y a beaucoup de vaccins, la grippe, le pneumocoque, mais aussi les virus des autres hépatites, les virus courants, diphtérie, tétanos, polio, etc. Je pense que si un patient est un peu réticent ou si un patient trouve que ça fait beaucoup de vaccins, je pense qu'il est fondamental de lui conseiller prioritairement la grippe et le pneumocoque, parce que c'est là qu'on voit parfois des erreurs. Et d'ailleurs, un des cas cliniques concernant j'apprends de nos erreurs, présenté il y a quelque temps, était une infection sévère à pneumocoque chez un cirrhotique qui n'avait pas été vacciné. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que on a à la fois des questions et est-ce que... Patrick est là, tout va bien. Merci Bertrand d'avoir présenté ces lettres. Donc ces lettres, en fait, c'est un nouveau service que pourrait apporter le CREG si tout le monde trouve ça intéressant. On avait mis en place il y a quelques années, tu l'as rappelé, pour rappeler nos erreurs, et là une très belle présentation tout à l'heure d'Olivier Guyot. Enfin, c'était un petit peu compliqué de pas faire l'erreur. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'objectif, c'est la lettre pour le médecin traitant. Donc, il faut faire attention, effectivement. Quand on parle par exemple du cutoff de 15 kPa, il est évident qu'on va moduler suivant l'hépatopathie. Mais bon, il ne faut pas qu'on rentre trop dans les détails puisque c'est une lettre type pour le médecin traitant. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse des lettres type pour tout le reste de l'hépatologie et que les autres commissions fassent des lettres pour les maladies inflammatoires, pour l'endoscopie, etc. Alors, on pourrait faire un vade-mecum avec les lettres types qui sont naturellement à discuter. Alors,
Ça aurait été intéressant, c'est un petit peu difficile avec les e-forums, mais qui est quand même super pour avoir assisté ce matin à toutes les présentations, qui étaient vraiment de très belles présentations. Mais naturellement, ces lettres, elles sont à discuter et elles pourront évoluer suivant le temps et suivant les connaissances. Par exemple, il y a beaucoup d'études pour aller plus loin que Baveno-6 pour éviter les endoscopies inutiles. Donc probablement il y aura des évolutions sur cette lettre spécifique dans les années à venir. Merci Patrick de ton commentaire. Il y a une question ? Il y a Karine qui demande à plusieurs reprises, donc ne faut-il pas rajouter le Doppler pour dire qu'il n'y a pas de thrombosport? Ne faut-il pas préciser le child et le score MELD dans le courrier? Et ne devrions-nous pas rajouter vaccination contre virus A et virus B? Oui, tout à fait. De toute façon, là j'avais bien marqué éco-Doppler, mais virus A et virus B, c'est évident, ça fait partie des recommandations. Et là, je suis parti de l'hypothèse, c'est un patient child A non décompensé, mais effectivement, pour tout cirrhotique, il faut préciser le child. On peut le rajouter, je pense. De toute façon, ça fait partie des recommandations. Après, pour répondre à la question du bilan biologique, en fait, ce bilan biologique, il avait été défini par l'HAS quand on avait fait des recommandations sur le suivi des diagnostics et suivi des cirrhoses par l'HAS il y a maintenant de nombreuses années, et ça a été repris par l'assurance maladie pour l'ALD. Et en pratique, ce sont les bilans qui doivent être faits minimum pour un cirrhotique de manière semestrielle et qui sont pris en charge par l'ALD. Bien. Pas de questions supplémentaires, si oui, le principe de... Micro, il est vert oui. Le principe de ces lettres est une excellente initiative. Ça permet d'uniformiser les pratiques et sans doute aussi de rappeler quelques fondamentaux des non-hépatologues exclusifs. Alors j'ai une question aussi pour Bertrand. Portage inactif, donc je garde l'ancienne appellation, et grossesse ou projet de grossesse. Qu'y a-t-il de particulier à dire ou à faire ? On ne modifie pas grand-chose finalement, puisque la surveillance des bilans biologiques standards pendant la grossesse permet de surveiller les choses. Les patientes ont en général un bilan à 3 mois, à 6 mois. Lorsqu'elles ont l'antigène, il y a avec notamment la quantification de l'antigène, de l'ADN du virus B à 6 mois. Et là, c'est pareil, on fera des courriers plus spécifiques pour ça, mais si la charge virale est supérieure à 5 log, se pose la question d'un traitement préemptif par le tenofovir, qui est la molécule acceptée pour cette situation-là, qu'il faut démarrer à ce moment-là pour limiter le risque résiduel de transmission à l'enfant à la naissance. Même si l'enfant est vacciné à la naissance, il y a un petit risque résiduel. Et ce traitement doit être poursuivi pendant 6 mois après la grossesse, parce qu'il faut également surveiller la patiente après la grossesse pour rechercher, avec la rupture de tolérance immunitaire, une éventuelle réactivation virale. Il y a d'autres questions dans le temps? Oui, une question sur les estrographies. Il est proposé de plus en plus sur certains échographes mesurer l'estrographie par Shareware. Est-ce que c'est un moyen fiable? C'est posé par Mme Lipovac. L'évaluation, si on prend les recommandations du diagnostic non invasif de la FEF qu'elle vient de publier, la FEF propose, pour ce qui est de l'élastométrie, toutes les techniques existantes, considérant qu'elles sont globalement équivalentes, avec un accord entre spécialistes qui n'est pas très important, mais ils ont quand même écrit cette recommandation. Donc je pense qu'on va se diriger petit à petit vers une utilisation large de ces outils, FibroScan, mais également les techniques annexes. Par contre, je pense qu'il faut en garder un petit peu la main, parce que ce dont je me méfie, c'est le rendu de ce type de résultats par nos confrères radiologues, qui affolent parfois les gens et qui ne savent pas les interpréter finalement. Donc il vaut mieux qu'ils mettent le chiffre dans le compte-rendu et qu'ils ne fassent pas de commentaires aux patients, c'est mon avis. Merci à tous. Par contre, on a déposé un dossier à l'HAS pour élargir le remboursement de l'élastométrie qui, pour l'instant, limité à l'hépatite C dans certaines conditions et l'hépatite B. En particulier, là, c'est pour l'élargir à la NASH. Mais s'il y a un remboursement qui, pour l'instant, pas acquis, ça sera limité au FibroScan. Merci à tous.